Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Pendant près d'une heure, nous allons passer en revue les événements de la semaine écoulée et même jeter un coup d'œil sur peut-être ce qui se passera pendant les fameuses vacances de printemps. Au menu, l'accueil fort bureaucratique des réfugiés à Bruxelles, la neutralité des services publics en question, les nouveaux rythmes scolaires qui vont bousculer nos vies et l'éternel dilemme des projets NIMBY et du Champ d'Écailles. Pour en parler, deux politiques bruxellois et deux experts. Pauline de Glume, journaliste de l'Écho, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Mehmet Koksal, journaliste et responsable des publications de l'Institut syndical européen. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Les Bruxellois sont donc généreux devant l'horreur de cette guerre en Ukraine. Les images de Mariupol, l'exode des populations civiles, sont autant de rappels d'images forte de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, on accueille bien volonté des Ukrainiens, des Ukrainiennes et leurs familles, mais le bon cœur ne suffit pas. Restent les démarches administratives particulièrement complexes. Exemple avec Joël qui accueille Vita à Uccle, reportage Samia Elrami et Charles Carpro. Tant qu'on n'a pas d'annexe 15, on peut faire le dossier, mais on ne peut pas ouvrir l'aide. Vita est une réfugiée ukrainienne de 32 ans. Elle fait les démarches pour avoir accès à l'aide sociale et subvenir aux besoins de ses enfants. Mais réunir tous les documents, ce n'est pas une tâche facile. C'est juste que ça prend du temps. Mais je comprends que ça ne peut pas être fait rapidement. Joël héberge Vita et ses deux enfants depuis 1 mois. Elle aide la jeune femme à réunir le nécessaire. C'est un peu tous les jours, c'est des coups de téléphone, c'est des échanges WhatsApp avec des amis qui sont dans la même situation, on se donne des informations, on remet à jour les autres informations. Mais pourquoi ces démarches sont-elles si longues ? Ça prend du temps parce qu'il y a un trajet qui doit être parcouru par chacun d'entre eux. Donc il faut passer par le SL pour avoir les documents de protection temporaire. Ils doivent passer par la commune pour avoir ce qu'on appelle une annexe 15, par exemple, qu'ils n'ont pas encore ici. Puis ils arrivent chez nous avec une nouvelle procédure, donc pour introduire un dossier social. Pour cette finalité, il faut qu'un dossier social complet soit introduit, ce qui n'est pas le cas de Vita. On avait l'annexe 3, la prochaine étape c'est l'annexe 15 qui nous donnera le certificat A qui lui permettra de vivre au moins 1 an en Belgique avec tous les avantages comme tous les Belges. Oui, on est presque au bout. Pour le moment, elle pourra bénéficier de l'aide médicale urgente et s'informer par elle-même. Le CPAS d'Uccle a mis à disposition des brochures en ukrainien. Demain, c'est d'autres démarches que fera la jeune femme. Elle a rendez-vous pour ouvrir son compte en banque en Belgique. Alors, accueil généreux, mais accueil parfois un peu difficile, parce que l'administration, c'est pas évident à Bruxelles. C'est déjà pas évident pour n'importe qui, puisque quand il suffit de perdre son portefeuille pour se rendre compte, c'est souvent un sale moment à passer pour aller refaire tous les papiers. Et là, là c'est sûr qu'on les plaint d'avoir tout ça qui est mis en place. Et à la fois, je trouve que c'est un peu l'exemple d'un accueil ça pourrait servir de modèle pour un accueil qu'on pourrait dupliquer pour tous les gens qui se retrouvent à fuir leur pays pour des raisons de conflit ou d'oppression. Parce qu'il y a quand même toute ce pôle OSL qui est mis en place. Et ce matin, le ministre-président, quand même, avec Rudy Verwoerd, qui a pris le temps d'une conférence de presse pour ne serait-ce que de lister les besoins, dire que 10 millions d'euros allaient être débloqués pour aider justement les communes et les CPS à faire face à ces besoins administratifs. Oui, c'est pas rien, donc c'est pas parfait, mais si déjà ça pouvait être généralisé comme processus d'accueil. On s'est beaucoup plaint dans cette émission, lors des précédents experts, que les communes avaient du boulot, que le fédéral avait du boulot, mais que la région n'apparaissait pas beaucoup. Mais là, depuis vendredi matin, elle a déjà mis en place des C'est vrai que ce n'est pas ses compétences directes, mais elle peut sans doute c'est peut-être ça qu'ils ont essayé de faire, dans un rôle de coordination, de vision globale et de vérifier. Enfin, ils ont quand même listé les places dont ils auraient besoin dans les écoles et les hébergements qui étaient nécessaires. Dans les rouages, quoi. Mehmet Koksal. Oui, il faut quand même remettre aussi dans le contexte, Jean-Jacques, on parle d'entre 3 et 4 millions de réfugiés dans le monde suite à la guerre qui a été déclenchée par la Russie. Pour la Belgique, c'est estimé à 200 000 réfugiés qu'on attend et qu'il faut accueillir d'urgence. 10 000 personnes se sont déjà enregistrées à l'Office des étrangers. Donc tout ça explique pourquoi peut-être il y a eu autant de lourdeur. Mais ce qui est bien dans ce reportage, c'est qu'on voit que la lourdeur administrative, c'est le quotidien de tous les réfugiés. Et il n'y a pas de service 5 étoiles, comme on a entendu parler souvent,
pour des Ukrainiens, etc. Ici, tout le monde est logé à la même enseigne et je trouve qu'il faut souligner peut-être le fait que les Belges, justement, accompagnent ces réfugiés pour pouvoir les aider dans les démarches administratives. C'est qu'il faudrait faire aussi pour les autres réfugiés, bien entendu. Ils ont aussi le droit d'être aidés par la population. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques. Ce sont deux Bruxellois à forte personnalité. L'une est juriste, l'autre est philosophe. L'une fut échevine de l'instruction publique et l'autre pas. L'une est dans l'opposition partout sauf à la région. L'autre est dans la majorité partout sauf nulle part qu'ils entrent. On accueille donc John Pitzès, qui est chef de groupe écolo au Parlement bruxellois, qui est natif de Scarbeck, enfin natif, je ne sais pas, en tout cas qui est scarbécois. Et à ses côtés, Joëlle Maison, députée bruxelloise des filles, conseillère communale à Uccle. Alors, John Pitzès, je vais commencer par vous. L'accueil des réfugiés ukrainiens, quel code vous donnez sur 10, cet accueil général, commune, région, fédérale? Et encore, en tout cas, un accueil auquel j'aimerais bien donner 10 sur 10, c'est l'accueil par les citoyens. Ça fait déjà maintenant quelques années qu'il y a une tradition d'accueil, tant au niveau des citoyens que de l'associatif. Et puis cette plateforme citoyenne qui fait un job incroyable depuis des années. Et en fait, on voit en tout cas que la société civile bruxelloise, elle est prête. Elle est prête, et d'ailleurs, le gouvernement bruxellois, lorsqu'il a listé les places qui étaient disponibles, a d'ores et déjà dit, en fait, on peut déjà compter sur 6 ou 7 000 places grâce aux citoyens. Et donc, je crois que, en tout cas, s'il y a un grand bravo à déjà décerner, c'est tout simplement à la solidarité, à la générosité des Bruxelloises, des Bruxellois. Et du côté des autorités, alors, communes, régions et fédérales? Mais je crois que alors la région n'a pas de compétences si directes que ça en la matière, mais enfin elle doit et elle va assumer une compétence générale en matière de coordination. Je crois que le ministre-président s'est engagé à cet égard. Il a intervenu à 2-3 reprises, je crois, de manière plutôt précise. Alors les communes ont un rôle à jouer, mais je crois que vous l'avez dit, les communes ont un rôle à jouer, mais enfin ce n'est pas évident parce qu'on demande beaucoup de choses aux communes. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire qui n'est pas explicitement fédéral ou régional, c'est pour les communes. Donc ce n'est pas évident pour elles. C'est une des raisons pour lesquelles on garde des communes à Bruxelles, parce qu'on dit qu'on a besoin de la proximité et que la région ne pourrait pas faire le boulot que les communes font. On ne peut pas à la fois s'en plaindre et s'en réjouir. C'est un autre débat bien plus large, mais je me souviens qu'un jour, Herman De Croo, lorsqu'il était encore aux affaires, ne se privait jamais de rappeler que la Belgique est un pays de communes. Alors après, comment est-ce qu'on organise les compétences respectives des communes et de la région, c'est un autre débat, bien sûr. Joëlle Maison, de votre côté, comment est-ce que vous cotez cet accueil des réfugiés ukrainiens? On sera plus ou moins d'accord. Oui, pour vous êtes tous les deux dans la majorité à la région. Ça n'a rien à voir. On dit ce qu'on pense ici, quand même. C'est vrai. Alors, citoyens et communes, en tout cas les communes que je connais, citoyens et communes 10 sur 10. Donc, vraiment, cet élan de générosité des communes, des citoyens, pardon, je trouve ça formidable d'assister à ça, et je pense que ça peut être une ouverture plus large vers quelque chose de plus structurel, on va dire, à l'avenir. Et les communes, alors là, franchement, chapeau, quoi. C'est pas du tout évident pour les communes et les CPAS. Ils se retrouvent face à un afflux, effectivement, de démarches. Ils n'ont pas... il y a fait d'asile qui maintenant... je crois que... peut-être que la concertation entre le fédéral, la région, les communes s'articule mieux maintenant, on va dire, grâce, entre guillemets, à la pandémie et aux Codeco qui ont fait en sorte qu'il y a peut-être un peu plus d'huile dans les rouages entre ces différentes structures de l'État. Mais les communes jouent ce rôle de proximité. Les communes et les CPAS et les écoles. Donc, il faut savoir que, encore, j'échangeais avec des familles et les autorités communales ucloises. Il y a 30 enfants qui sont déjà scolarisés dans les écoles communales d'Ucle. Je trouve ça quand même assez formidable. Il y a la commune d'Ucle qui a libéré 7 logements. Ça paraît peu parce qu'on annonce 20 000 personnes réfugiées ukrainiennes, mais c'est le début, c'est une amorce qui est déjà, quand on sait comment ça se passe dans les écoles et les difficultés auxquelles elles sont structurellement confrontées, c'est déjà une belle amorce. Au niveau régional, mais je pense qu'on doit peut-être faire 2 choses, c'est-à-dire peut-être structurer
de manière la communication par rapport aux logements sociaux qui sont en voie de rénovation, qui ne sont pas dans un état délabré, mais qui sont en voie de rénovation, qui ne seront pas rénovés tout de suite et qui devront être mis à disposition, je pense, des personnes ukrainiennes. Donc peut-être faire une communication, déjà des amorces qui ont été faites, mais une communication plus claire à ce niveau-là. Et une deuxième chose, c'est conclure une sorte de contrat finalement entre les entités communales et les personnes qui hébergent pour permettre aux personnes qui hébergent d'avoir, par exemple, 20%, comme c'est suggéré en région wallonne, du revenu d'aide sociale qui est prodigué à la famille ukrainienne accueillie, afin de pouvoir finalement contractualiser l'accueil. Oui. Je voulais vous poser la question parce que dans la manière dont les communes réagissent, on a l'impression qu'on parle de protection provisoire et que on a vraiment cette impression que les autorités belges pensent que les Ukrainiennes et leurs enfants vont repartir au bout d'un an. Or, on sait, en fait, vu l'état des villes en Ukraine, qu'on doit plutôt planifier pour un séjour minimum de 5 à 10 ans de ces personnes qui vont scolariser leurs enfants. Donc, comment est-ce que vous pensez que les autorités vont s'organiser à plus long terme et pas à court terme? Je pense que ça va se faire naturellement. Donc j'ai l'impression, en tout cas maintenant, ce qu'a dit le fédéral, c'est qu'il payait 135% finalement de l'aide sociale, c'est-à-dire 100% de l'aide sociale à rembourser au CPS pour l'aide sociale des familles, plus les 35% de frais d'interprétariat, plus pour aider les CPS, d'outils scolaires, etc., d'outils scolaires, de scolarisation, d'outils de traduction. Ils vont devoir payer ça pendant 5-10 ans? Alors ça, le fédéral s'est engagé pour 6 mois, je pense, à ce niveau-là. Pour après, il va falloir que l'aide et que l'articulation se fasse de manière plus structurelle et plus pérenne, effectivement, pour une partie des réfugiés. Je pense que, d'après les répartitions, il y a 20 000 réfugiés qui viendront en Belgique. Il y en a déjà 5 000, je crois, qui bénéficient de l'aide sociale. Il y a des villes qui sont explosées, comme Mariupol. Il ne faut pas, je crois, s'apesantir plus sur le désastre. Il y en a d'autres où ce n'est pas le cas, c'est ça pour l'instant. Et je pense que tout le monde ne va pas devoir rester. Il y a une certaine proportion de réfugiés qui pourront, je l'espère, regagner leur pays après la fin des hostilités. John Pitzey, sur cette vision entre l'urgence et un peu de structurel. Quel est votre avis? Vous posez deux questions sous-jacentes derrière votre question. La première, c'est comment est-ce qu'on passe d'une solidarité d'urgence et de catastrophe, mais aussi d'une communication d'urgence et de catastrophe, à une gestion en effet structurelle, ou en tout cas pérenne, de cet afflux de personnes. Et puis il y a la deuxième question, qui est, si on passe à une gestion plus structurelle de l'afflux d'Ukrainiens, comment est-ce qu'on met en rapport la gestion de ces réfugiés avec la gestion de plein d'autres réfugiés qui viennent de plein d'autres endroits en même temps? Et il y a bien entendu beaucoup de personnes qui se réjouissent de voir la manière dont les Ukrainiens sont traités, parce qu'ils ne doutent pas, bien entendu, que le gouvernement fédéral sera cohérent et qu'il trouvera les moyens de traiter de la même manière et avec la même générosité d'autres types de populations qui viendront ou qui sont déjà venues. Vous avez eu Georges Ilkine là-dessus? Il vous l'a assuré? Ce qu'il m'a assuré, et ce que tout le monde au sein d'Ecolo m'a assuré, d'ailleurs ce que nous nous assurons tous, c'est que nous nous battons partout au Parlement, au gouvernement, pour faire porter ces paroles. Alors il n'est pas sûr qu'on soit toujours suivi, il est encore moins sûr que nos opinions soient partagées, mais par contre, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, bien sûr. Et en ce sens, il ne s'agit pas de lancer quelques épines ici, il s'agit justement de se réjouir, en fait. De se réjouir du fait qu'au sein de la société civile, dans l'opinion publique, le fait qu'il y a des personnes qui arrivent, eh bien, ça nous fait comprendre que ce ne sont pas forcément des personnes qui coûtent, ce ne sont pas des personnes qui coûtent, ce ne sont pas des fardeaux, ce ne sont pas des dangers, ce ne sont pas des risques, ce sont des personnes qui ont des vies, qui voient ces vies bousculées, qui voient ces vies bouleversées, et qui viennent ici pour d'excellentes raisons, en fait. Et si ces personnes viennent ici pour d'excellentes raisons, il est possible de penser que d'autres personnes, alors qui viennent de quelques kilomètres ou de quelques centaines de kilomètres plus loin, viennent aussi avec d'excellentes raisons. Oui. Jeune Maison, là-dessus, vous êtes sur la même ligne? Toute personne... c'est la première fois qu'on active la directive européenne protection temporaire. Donc c'est une première. Oui. C'est une première. Donc toute personne qui court un risque personnel, familial de retourner dans son pays
et qui arrive en Belgique doit évidemment être accueilli dans des conditions décentes. Alors on a vu Pauline Delume et on a eu les derniers chiffres de la population bruxelloise qui va évoluer de 2000 habitants supplémentaires par an jusqu'en 2070. Et là, on n'a pas compté les Ukrainiens là-dedans. Mais surtout que, visiblement, Bruxelles sera peut-être surreprésentée, puisque la clé prévue, c'était 10%, mais Rudy Verboort l'a dit vendredi matin, il me semble, en conférence de presse sur ce sujet, qu'on était à 35 pour le moment dans la... Mais ça, la logique, c'est qu'on passe à fait d'asile, les communes bruxelloises sont plus proches pour s'inscrire. Est-ce qu'il y aurait une limitation? Est-ce que les communes doivent limiter les inscriptions de réfugiés? Oui, ou est-ce qu'on doit veiller à une répartition, que ce soit dans le pays ou dans la région? Je pense qu'il y a une concertation pour qu'il y ait une répartition équitable entre communes, proportionnelle, on va dire. Oui, mais limitée, non. Je le répète, toute personne qui arrive en Belgique et qui peut craindre légitimement, et tout ça est examiné évidemment à la loupe, de retourner dans son pays parce qu'il risque des persécutions, parce qu'il y a une guerre, etc., bien, voilà, doit être accueilli décemment avec des règles de proportionnalité et de répartition entre les communes et entre les diverses entités. Et aussi au niveau européen, je pense qu'il faudra aussi... Une répartition au niveau européen. Une répartition au niveau européen. John Pitzes, votre avis là-dessus? Est-ce qu'il faut une répartition au sein de la Belgique? Alors, il y a une sorte de répartition qui est prévue. Alors, en principe, Bruxelles est censée accueillir les réfugiés en proportion de sa population. Mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, quand ils viennent en Belgique, ils n'atterrissent pas à Arlon, ils atterrissent à Zaventem. Et donc, le premier endroit où ils logent, c'est Bruxelles. Et là où ils demandent, là où ils entament les formalités administratives, c'est à Bruxelles aussi. Donc, bien entendu, dans les faits, ne fût-ce qu'à titre de transit, on est au-dessus de ça. Alors après, est-ce qu'il faut imaginer que les communes puissent mettre une sorte de limite ou de cap à leur capacité d'accueil? Je crois que nous étions tous les deux d'accord, Joël et moi, pour dire que ce mouvement de solidarité étant venu des citoyens de la société civile et que des pouvoirs politiques, il est positif, il est légitime. Je crois que ce serait franchement contradictoire de dire qu'après, les communes font écoutez, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Il faut sans doute veiller juste à ce que quand il y ait transfert de moyens, que ces transferts soient proportionnels aux vraies répartitions et pas celles décrétées. Et c'est ce qui fait qu'une concertation entre différents niveaux de pouvoir est toujours quelque part une négociation entre différents niveaux de pouvoir. Alors, on a vu que certains jeunes Ukrainiens et Ukrainiennes allaient déjà dans les écoles. Ils sont déjà quelques-uns à Uccle et dans les autres communes de la région bruxelloise. Eh bien, on en a profité pour parler beaucoup d'écoles cette semaine. Si tout le monde était bien d'accord sur l'importance de changer les rythmes scolaires, on a encore discuté ferme cette semaine là-dessus parce que certains voulaient effectivement bien de ces congés plus harmonieusement disposés tout au long de l'année. Mais pour certains, quand même, il fallait attendre 1 an, voire 2 ans, pour s'harmoniser avec les Flamands, par exemple. Finalement, le nouveau calendrier a été adopté sans coup férir au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Jeudi, dans Plus d'Actu, il y avait débat entre PS d'un côté, engagé de l'autre, Delphine Chabert d'un côté, Mathilde Van Dorp de l'autre côté. On en écoute un extrait. Il y a un manque total de vision globale. J'entends bien quand Madame Chabert dit « c'est pour le bien-être de l'enfant » dans le cadre scolaire. Mais je rappelle quand même que l'enfant n'est pas qu'un élève. L'enfant est aussi parfois un jeune sportif, parfois un musicien, parfois un frère ou une sœur. Et malheureusement, ici, dans le cadre de cette rapidité de mise en place, de nombreux problèmes ne sont pas encore résolus pour avoir justement cet épanouissement de l'enfant complet. Alors, on n'est pas nulle part, ça se travaille depuis des années. On le disait, ça a commencé en 2017 et puis il y a le rapport de la Fondation Roi-Baudouin et le gouvernement il travaille depuis plus de 2 ans de manière très concertée, c'est-à-dire avec les acteurs de l'école, bien entendu, avec les syndicats, les pouvoirs organisateurs, les fédérations de parents qui sont favorables à cette réforme, faut quand même le dire. Et puis, ça s'est fait aussi de manière concertée avec l'ensemble du gouvernement. Jeanne Maison, vous qui avez été échevine de l'instruction publique à Uccle, qu'est-ce que vous en pensez de ce rythme scolaire? On est dans le bon rythme? Moi, je suis très favorable à la modification des rythmes scolaires et donc à la réforme qui a été votée mercredi. J'étais aussi parlementaire à la Communauté française et je me suis prononcée en faveur de ce changement de rythme scolaire. J'ai lu le rapport de la Fondation Roi-Baudouin qui, effectivement,
pointe tous les effets positifs de cette réforme sur le rythme biologique de l'enfant, pas seulement sur ses performances pédagogiques, on va dire, mais aussi sur son bien-être général, et aussi pour les familles les plus défavorisées, sur le fait que ce marasme estival qui est observé pendant les longues vacances d'été sera un petit peu réduit, puisque les vacances d'été seront écourtées. Donc sur le fond, je suis entièrement d'accord avec cette réforme. Je m'étais exprimée d'ailleurs à plusieurs reprises sur le sujet. Alors, mais est-ce qu'il fallait attendre 1 an, 2 ans? Écoutez, les Flamands. Je vais vous répondre sans langue de bois. Politiquement, cette réforme... Alors, c'est vrai qu'objectivement, on aurait pu attendre, dans le meilleur des mondes, on aurait pu attendre 1 an de mieux se concerter principalement avec nos voisins flamands, de la communauté flamande, puisque là, effectivement, il y aura pour un certain nombre de familles, un nombre non négligeable de familles, de grosses difficultés, des familles qui ont globalement scolarisé leurs enfants dans une communauté ou l'autre, mais surtout, et on en parle très très peu, pour les enfants qui sont en immersion, parce qu'on préfère des profs qui sont néerlandophones d'origine, qui parlent flamand à la maison, qui sont donc souvent des gens qui habitent en région flamande et qui donnent cours, mais qui ont des enfants aussi parfois, et qui donnent cours dans les écoles de la communauté française et qui donc vont, à mon avis, pour un certain nombre d'entre eux, déserter cet enseignement. On est quand même très très favorable à l'apprentissage des langues, on est très attentif à ça. J'ai moi-même créé une école en immersion à Hull, donc je suis très sensible à cette question-là. Et il faudra que la ministre désire accélère le processus d'assouplissement de titres pédagogiques pour les profs en immersion. Pourquoi je dis pas langue de bois? Je dis que si on avait attendu 1 an, ça ne se serait pas fait. Ça se serait fait alors dans 5 ans. Et donc, on était face finalement à cet équilibre-là. Soit on la vote tout de suite, soit on la vote dans 5 ans. C'est-à-dire, soit on la vote maintenant avec la majorité d'aujourd'hui, soit on ne sait pas ce qui risque de se passer. Peut-être, mais en tout cas, elle n'aurait pas été votée en 2023. Ça, je ne le crois pas. John Pizzey, c'est votre avis aussi qu'il fallait absolument le faire maintenant? Moi, je partage le point de vue de Joël Maison. C'est une très bonne réforme, en fait. Souvent, quand on fait de la politique, on se pose la question, au fond, est-ce que ce qu'on fait, c'est plus ou moins bien? Dans quelle mesure? Et là, on a une réforme qui est presque unanimement plébiscitée par les psychologues, par les pédagogues, par l'ONE, par le défenseur des droits de l'enfant, par les acteurs concernés. C'est une réforme qui met l'enfant au centre. Et c'est une réforme qui met 900 000 enfants au centre. C'est bon pour leur temps de repos, c'est bon pour leur rythme d'apprentissage, c'est bon pour les rythmes biologiques. Et Joël le dit, c'est un détail, c'est pas un détail. Des vacances qui durent 2 mois, et on se souvient tous de nos vacances d'été, pendant 2 mois, eh bien on oublie. On oublie ce qui s'est passé. Là, on aura quand même des vacances pendant 1 mois et demi. Oui, mais 1 mois et demi et 2 mois, c'est pas la même chose en l'occurrence. C'est vraiment pas la même chose. Donc c'est une bonne réforme. Oui, mais pourquoi elle pose des j'insiste là-dessus? problèmes pratiques, John Pizzey, bien sûr, tout. elle pose des problèmes pratiques. Mais d'abord, je veux rappeler que c'est une bonne réforme. Et même une très bonne réforme. Parce qu'on trouve toujours des problèmes pratiques, il y en a, et ils touchent vraiment les gens. Ce sont des problèmes de garde, ce sont les camps scouts, ce sont les stages parascolaires, etc. Tout ça est vrai. Mais alors, Delphine Chabert le rappelait, ce n'est pas comme si la ministre Désir ne s'était pas concertée avec les différents acteurs, ce n'est pas comme si cette réforme n'avait pas été préparée pendant des années. Et puis, et de nouveau, je suis d'accord avec Joël Maison, en fait... Des questions ont été posées au ministre flamand de l'enseignement. Des questions ont été posées notamment par notre parti frère Groen au Parlement flamand. Il y a une concertation qui a été faite. On connaît le point de vue du gouvernement flamand. Le gouvernement flamand dit que ce n'est pas sa priorité. Si on dit on reporte cette réforme d'1 an, en fait, dans 1 an, le gouvernement flamand n'aura pas fait cette réforme, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans. Et donc, je trouve qu'il y a 1000 manières de s'opposer à des réformes, et parmi celles-ci, faire semblant d'être d'accord avec ces réformes et puis l'enterrer sous une tonne de rapports complémentaires, c'est une des plus vicieuses. Je crois qu'il est temps d'avancer, vraiment. C'est ce qui a été fait cette semaine, d'ailleurs. Mehmet Koksal. Oui, j'entends bien l'unanimité, et j'avais aussi... C'est merveilleux, hein. C'est super, en fait, mais je crois qu'il faut quand même un peu entendre aussi... Enfin, je ne dis pas que c'est une mauvaise réforme, loin de moi. J'ai aussi lu les rapports que vous citez. Il y a une unanimité, mais il faut quand même entendre 3000 élèves qui vont être concernés en périphérie. Il faut quand même trouver des solutions pour ça. Et il faut aussi écouter les syndicats qui manifestent en disant « vous faites cette réforme ».
Mais qu'est-ce que vous faites pour la pénurie des profs? Qu'est-ce que vous faites pour la revalorisation des salaires? On parle de l'amélioration de la qualité des apprentissages. Or, la ministre Désir, elle est très à cheval sur cette réforme, mais elle ne lâche rien, par contre, pour les instituteurs et les institutrices et le secteur des profs. Et donc là, c'est un problème, c'est qu'on chamboule tout, mais on ne donne pas assez de moyens aux acteurs de terrain pour améliorer la qualité des apprentissages. C'est vrai, Jeanne Maison, ça, qu'on ne va pas au bout du pacte? À moitié vrai. Je ne suis pas là pour défendre. Alors, c'est moi l'expert. Je rappelle, je suis pas là pour défendre le gouvernement de la communauté française. Non, notre parti est dans l'opposition. Donc voilà, je m'exprime à titre personnel aussi pour ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires. Parce que votre président de parti n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Puisque nos députés Fédération Wallonie-Bruxelles se sont abstenus pour les questions de timing et pour les questions que vous évoquez, de périphérie, qui sont effectivement très préoccupantes, de personnes qui sont écartelées entre deux communautés. Et donc, je l'ai dit, c'est très préoccupant. La question est de savoir, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Ça, vous avez répondu là-dessus. Voilà, donc j'ai répondu là-dessus. Sur les moyens. Pour le reste, sur les moyens, moi, je pense qu'il faut d'abord, et ça, on a déposé des textes, d'ailleurs, avec les engagés ex-CDH sur ce plan, il faut d'abord donner des moyens aux directions d'école du fondamental qui sont dans un état d'apoplexie. Et donc, c'est le fondamental. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'enseignement fondamental. Donc, les directions du fondamental, et permettent de donner un peu d'air par rapport à l'échéancier des réformes. Et aussi s'attaquer, vous avez raison de le dire, à la pénurie de profs. J'en ai parlé pour l'immersion, c'est urgent. Mais assouplir encore ce décret titres et fonctions qui a été quand même très, très pénible à encaisser. Et on se trouve dans une situation de pénurie dans un certain nombre de domaines. Et donc, il faut absolument donner une respiration aux écoles à ce niveau-là. On entend John Pitzeis pour la parole à la défense, là. Est-ce que le gouvernement doit aller plus loin, plus vite sur les moyens? Ce qui est certain, je pense, c'est que cette réforme, elle amène inévitablement à se poser des questions sur d'autres réformes qui doivent être réfléchies. Je prends 2 exemples. Le premier, c'est comment est-ce qu'on réorganise, donc éventuellement, certainement, comment est-ce qu'on finance, quelle place on donne aux activités extrascolaires, parascolaires, dans la vie des enfants. C'est-à-dire que là, avec les nouveaux rythmes, à part le mois et demi de vacances, il y aura un certain nombre de groupes de modules de vacances, de périodes de vacances, à chaque fois de 2 semaines. Et bien entendu, garder les enfants à la maison pendant 2 semaines, ce n'est pas possible. Donc, ce que les enfants vont faire pendant ces 2 semaines, ça devient vraiment important. Important pour les parents et important pour les enfants. Et donc, le financement de ces activités. Et il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été... Il y a des fonds qui ont été débloqués au niveau de la communauté française. Alors, bien sûr, il peut toujours y en avoir davantage, mais ça, moi, je ne suis pas à la communauté française, je laisse ça au débat budgétaire pour être clair et net. Et donc, la question des activités parascolaires. Et puis, la deuxième question, c'est le rôle que les écoles elles-mêmes vont jouer dans ces 2 semaines de vacances. C'est-à-dire, dès lors qu'on pense autrement notre rapport à la mobilité, notre rapport aux horaires de travail, notre rapport aux rythmes familiaux, le fait d'avoir une école à proximité, d'une part, une école à proximité qui a les équipements nécessaires pour que puisse s'y organiser un certain nombre d'activités, c'est absolument capital. C'est-à-dire que dire que l'école, c'est un lieu où il y a des cours de récréation et puis des salles de classe, ça va de moins en moins correspondre, en fait, avec ce qui va se passer dans ces périodes de vacances. Les écoles vont être aussi des lieux où, en fait, des élèves vont... en faire des centres de vacances, alors? Non, ce ne sont pas des centres de vacances. Des center parks dans les écoles? Ni des centres de vacances, ni des center parks, c'est justement ce qu'il faut éviter. En faire des center parks ou des garderies. Oui. Et donc, pour cela, il faut repenser ce que sont des équipements scolaires. Il faut aussi, de manière encore plus large dans les programmes scolaires, repenser la place que les activités artistiques, que les activités associatives, que les activités sportives ont dans le cursus scolaire. En d'autres termes, avec cette réforme-là, vous commencez à déquiller les grains de toute une série de réflexions et toute une série de réformes qui vont inévitablement être mises à l'agenda. Si vous ne répondez pas à la pénurie des profs, si vous ne répondez pas à la lourdeur administrative qui existe dans les écoles, et on ne parle pas que de la lourdeur administrative pour les réfugiés, mais aussi pour les directions d'école, etc., vous n'allez pas vraiment améliorer la qualité de l'apprentissage. Et donc,
Je ne sais pas, on peut changer les périodes, c'est une bonne mesure. Le rythme biologique des enfants va s'améliorer, mais la qualité de l'enseignement va être très mauvaise à l'école, donc on ne va pas répondre. Le débat ne sera pas clos aujourd'hui, on en reparlera. Je vous propose une galerie de portraits de personnalités à tous les deux qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous d'en choisir un ou une qui vous inspire en bien ou en mal. Et on commence par Joël Maison. Je vous propose Isabelle Franquin qui attaque les éditions Dupuis pour la reprise de Gaston Lagaffe. Bénédicte Linard, la ministre attaquée par le Théâtre Le Public pour non-transparence. Cheyenne Van Arle, une Anversoise, Miss Flandre, Miss Belgique. Et enfin, Will Smith, le comédien gifleur qui manque d'humour. Si on peut appeler ça de l'humour. Alors, Isabelle, Bénédicte, Cheyenne ou Will? Donc, je suis censée dire ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas? Vous choisissez. D'accord, je vais prendre Will. Oui. Et ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Je crois que j'ai pas intérêt à dire que ça me plaît. Non, ça ne me plaît pas. Enfin, c'est l'expression d'une violence physique qui est totalement inacceptable. Je trouve que, a fortiori, dans son rôle, il y a des mots. Donc, s'il avait envie, et je peux comprendre, de défendre son épouse, et s'il estimait déplacer les propos par rapport à une maladie dont il souffre, eh bien, voilà, on a des armes, on est des gens éduqués. Surtout lui, on est des gens qui avons une parole publique, surtout lui, a fortiori lui, et donc il y a les mots pour s'exprimer, et je trouve que cette expression de violence était vraiment un très très mauvais exemple. Une gifle n'est jamais un geste d'amour, peut-être qu'il faut le préciser. John Pitzey, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Sophie De Vos, bourgmestre d'Oderghem, qui vient de prêter serment. Binama Germaï, vainqueur de Gand-Wevelgem, premier coureur africain vainqueur d'une Flandrienne. Laurine Parès, nouveau CIO de la Pro League, ex de la NVA. Ou Toots Tielemans, dont on fêtera le 100e anniversaire de la naissance à partir du 22 avril. Alors, qui choisissez-vous? Sophie, Binima, Laurine ou Toots? Vous pouvez redire les 4 noms rapidement? Sophie De Vos, ouais. Binima Germaï, Laurine Parès ou Toots Tielemans? Alors, je vous demandais non parce que je ne connaissais pas bien le nom de Binima Germaï jusqu'à il y a quelques jours. C'est lui que je voudrais choisir en fait. Ouais. Donc, il y a en fait une vraie tradition cycliste. En Afrique, en l'occurrence en Afrique de l'Est, dans la Corne. Il vient d'Érythrée. Oui, il vient d'Érythrée, et en Érythrée en particulier. Et moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien que les palmarès soient chamboulés. Je trouve ça très bien d'avoir de nouveaux visages. Et je trouve ça très bien de voir le sport africain décrocher une sacrée floche en cyclisme professionnel. Dans une équipe belge en plus. Et dans une équipe belge en plus. Que demander de plus? Oui. Alors, 5 infos de la semaine. Laquelle vous a ravi ou vous a énervé et pourquoi? Tout d'abord, Filigrane, avec le boss qui fait un pas de côté suite aux révélations de BX1. Coda, victorieux aux Oscars. C'est le remake de La Famille Bélier. Zelensky, devant la Chambre, qui a attaqué le secteur du diamant. Le PTB, star des sondages, qui n'arrête pas de progresser. Ou Macron vers un 2e mandat. L'élection est-elle pliée en France? Que choisissez-vous, John Pitzey? Quelque chose qui vous énerve ou qui vous ravit? Je vais prendre quelque chose qui m'énerve. Avec la... je ne vais pas dire la prudence d'usage, mais enfin la réserve par rapport au fait d'usage, c'est l'affaire Filigrane. Donc, est-ce qu'il va y avoir des actions en justice? Est-ce qu'il va y avoir des jugements? Pour l'instant, pas. Pour l'instant, pas, et donc gardons la prudence. Mais il y a quand même beaucoup de témoignages. Je dois dire, si je peux faire de la flatterie gratuite, que les médias ont particulièrement bien joué leur rôle en l'occurrence. Ce sont des témoignages probants, des témoignages concordants, des témoignages inquiétants, des témoignages qui font dire que dans une relation de travail, ça reste souvent l'histoire du pot de terre et du pot de fer. En l'occurrence, le pot de fer, c'est l'employeur. Et un employeur qui s'est permis, semble-t-il, un certain nombre de choses qu'il ne pouvait pas se permettre. Les témoignages choquent inévitablement. On pense bien évidemment aux personnes concernées et on espère que les choses vont s'améliorer le mieux, le plus vite possible, mais surtout que, tant au niveau de pratiques d'harcèlement moral que de pratiques éventuellement, on ne sait pas encore, de harcèlement sexuel, que ce genre de moment, il va susciter une prise de conscience
Et en même temps, si je peux terminer là-dessus, oui. il suscite une prise de conscience, mais il est aussi lié au fait que cette prise de conscience, elle a commencé en fait. C'est-à-dire qu'on n'aurait peut-être pas parlé de cette affaire dans la même terme il y a 10 ou 15 ans, ou il y a 5 ans maintenant. Et donc là, de nouveau, la mobilisation de la société civile, la mobilisation de la presse, la mobilisation d'un certain nombre de personnes concernées, elle permet aujourd'hui de faire remonter des choses qui ne seraient peut-être pas remontées il y a quelques années. Joëlle Maison, une autre info qui vous a touché ? Elles me touchent toutes. Ce qui m'énerve un peu, je dirais les deux dernières, le PTB, star des sondages, mais aussi Macron vers un deuxième mandat. Ça n'a pas à voir avec les personnes. Je crois que, mais si je prends les deux et très brièvement, Macron, il se retrouve. Oui, alors il y a Marine Le Pen, mais qui fera office de repoussoir. Donc finalement, est-ce que c'est un exercice démocratique ? Je ne sais pas. Moi, je trouve que globalement, aujourd'hui, si je devais voter en France, je voterais Macron. Parce que c'est... Et vous, John Pitzey, si vous fallait voter aujourd'hui, ce serait Jadot ? J'insiste vraiment là-dessus, je ne suis pas français, mais alors je suis écologiste, et donc je suis bien entendu avec une attention particulière la campagne de M. Jadot. Très bien. Joëlle Maison, je vous avais compris. Et donc ce que je voulais dire, c'est que, voilà, notamment la gauche qui n'arrive pas à s'unir en France, je trouve ça juste pathétique, et donc on se retrouve face à un Macron qui a un boulevard devant lui en plus, de par l'actualité internationale, etc. Voilà. Mais le PTB, star des sondages, moi, ce qui m'énerve, c'est pas du tout par rapport aux personnes, parce que je m'entends humainement avec beaucoup de collègues PTB, mais c'est cette omniprésence des réseaux sociaux, cette omniprésence du comac dans les universités, et cette espèce de matraquage. Et c'est la perte de nuance dans le discours, en fait. Dès qu'on a un discours un peu nuancé, c'est vrai que je plaide un peu pour des filles ici, dès qu'on a un discours un peu nuancé, on plaît moins. Et donc, l'hyper-existence et activité dans les réseaux sociaux, le fait de promouvoir, d'ailleurs, comme les partis, comme le Vlaams Belang ou la NVA en Flandre, de mettre énormément d'argent dans les campagnes de promotion dans les réseaux sociaux. Il faudrait limiter le recours aux réseaux sociaux pour vous, pour les partis politiques ? Je ne me suis pas posé cette question de savoir s'il fallait limiter ou pas. Je devrais réfléchir à la question, mais en tout cas, je trouve que ça crée un effet de polarisation vers les extrêmes. En fait. Je veux quand même vous demander, Joëlle Maison, Serge de Patoul, Carl de Montcharline, des plaintes classées sans suite. Est-ce qu'il faut rouvrir ces dossiers quand des témoignages sortent sur des affaires d'agression sexuelle ? Oui, je pense que quand il y a des faits, des plaintes convergentes, dans le cas de Carl de Montcharline, mais je pense que le nombre de personnes qui sont de femmes, de jeunes femmes, de jeunes hommes qui témoignent, on peut pas passer ça sous silence et on ne veut pas refermer le dossier définitivement. Dans le cas de Patoul ? Serge de Patoul... député sortant des filles. Il est député sortant des filles, effectivement. Alors, il a abandonné ses fonctions au sein de Il a abandonné ses fonctions, donc il a fait un pas de côté. La question s'est posée donc, il y a une dizaine d'années. Je voudrais quand même faire remarquer qu'il n'y a pas eu de viol et qu'on lui reproche finalement d'avoir une proximité tactile avec des étudiants, ce qui en tant que prof et donc dépositaire d'une autorité par rapport à des étudiantes est absolument inacceptable. Je voudrais simplement dire qu'on regarde ces faits-là sous le prisme de MeToo. Et donc, je trouve ça très très bien qu'aujourd'hui tout se libère. Et je pense qu'aujourd'hui, des tas de jeunes femmes, des tas de jeunes hommes, des tas de femmes ou d'hommes, surtout de femmes, ont vécu ce type de situation et se sont tus pendant tant d'années. Et donc... Tant mieux si on en parle maintenant. Tant mieux si on en parle maintenant. John Pitzey, vous voulez ajouter quelque chose ? Mais pas sur ce sujet. En fait, non. Je voulais revenir sur un de vos titres parce qu'en fait, Macron au deuxième tour, on ne sait pas s'il va... On sait qu'il va aller au deuxième tour, on ne sait pas s'il va gagner le deuxième tour. Non. On ne sait pas. Donc le titre, il est mis à l'indicatif. En fait, ce qui devrait ni énerver, ni ravir, mais en tout cas interroger, c'est que dans l'idéal, ce titre devrait être mis aujourd'hui avec un point d'interrogation. Et pour la première fois depuis l'existence de la Ve République en France, il y a des chances réelles pour qu'une candidate d'extrême droite, car ça reste une candidate d'extrême droite, Marine Le Pen,
puisse gagner des élections en France. Voilà. Bon, en 2002, était déjà aussi, le père était au second tour, et il y a 5 ans, elle était au second tour aussi. Mais enfin, Elle on a verra, dit on suivra ça. qu'elle pas de se retrouver En 2002, c'était 80-20. 80-20. En 2017, c'était 60-40, à peu de choses près. Et là, c'est 52-48. Selon les sondages. Alors, depuis un mois, le Parlement bruxellois a entamé des auditions concernant la neutralité dans les services publics et parapublics, à la suite des décisions de justice non contestées concernant notamment la STIB. La question est posée aux élus bruxellois. C'est un débat qui déchire quand même la majorité bruxelloise. Jusqu'où accepte-t-on les signes convictionnels ? Quelle est la neutralité à la bruxelloise? Est-ce qu'on est pour une neutralité d'apparence ou une neutralité des actes? Est-ce que vous tous les deux, vous assistez à ces auditions avec beaucoup d'attention? J'ai commencé par vous, John Pitzer. Est-ce qu'on va aboutir à quelque chose de pragmatique et d'utile, ou bien c'est une discussion en l'air? Je ne pense pas que sans langue de bois. Non, je ne pense pas que c'est une discussion en l'air. En tout cas, j'en retire deux choses qui vont dans des sens très différents. Une chose qui ne me plaît pas et une chose qui me plaît plutôt. La chose qui ne me plaît pas, c'est dans un certain nombre d'auditions une véritable brutalité, une part de brutalité, une part de violence dans un certain nombre de propos. De la part de qui? De la part de personnes auditionnées, pour l'essentiel. Lorsqu'on lit, quoi qu'on pense du sujet sur le fond, le port de signes convictionnels avec l'insécurité dans les rues, le port du foulard avec l'assassinat de Samuel Paty, ou lorsque, et en l'occurrence, là, ça vient des bancs parlementaires, une députée de l'opposition n'hésite pas à déclarer devant une intervenante qu'elle ne peut pas lui accorder davantage que le bénéfice du doute par rapport à son témoignage. Alors, on sait que c'est un débat passionné, que c'est un débat délicat, et qu'il est délicat parce qu'il est plein de sous-entendus. Et donc, qui agite ces sous-entendus ne peut ignorer qu'ils existent, et c'est une chose qui, depuis le début de ces auditions, ne me plaît pas. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui vous dérange dans le fait qu'on cite Samuel Paty dans une audition? C'est un fait, quoi. Ça ne me dérange absolument pas qu'on cite des faits. Ce qui me gêne, c'est la manière dont on lit des faits à d'autres faits. Okay. Deux faits tout à fait corrects, quand ils sont reliés de manière spécieuse, ça fait une opinion spécieuse. Voilà. Alors, oui, et je pense que lier l'assassinat de Samuel Paty au port ou pas d'un signe convictionnel, c'est un argument spécieux. Et puis il y a une chose qui me plaît. Oui. Il y a une chose qui me plaît, c'est-à-dire une série d'orateurs qui ont voulu éviter le jeu de la polarisation. Une série de personnes qu'on mettait dans des cases et qui disent « mais moi on m'a mis dans cette case, mais en fait, je ne sais pas exactement ce que j'en pense, ou je pense qu'il y a plusieurs manières d'aborder le problème, ou je voudrais vous dire que mon opinion n'est pas entièrement faite, et je voudrais vous suggérer une série de propositions pour essayer de trouver des points d'entente, ou en tout cas des points de compréhension, et qui en tout cas rappellent une chose, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule conception de la neutralité. Moi, je trouve ça bien dans un débat démocratique que des gens puissent certes s'entendre sur leurs désaccords, mais aussi puissent s'entendre sur le fait qu'il y a plusieurs opinions raisonnables. Et moi, ce que j'en tire, c'est si pas la nécessité, en tout cas l'utilité d'essayer de construire un nouveau consensus ou de nouveaux consensus sur le sujet. En tout cas, de nouveaux équilibres. Ce qui suppose inévitablement, moi j'ai une opinion assez tranchée sur le sujet, ce qui suppose inévitablement qu'on soit capable de faire un petit bout de trajet vers des positions. Vous allez faire un petit bout du trajet. Moi j'ai une opinion personnelle très tranchée. Le programme de mon parti est aussi une autre chose. L'idée qu'à Bruxelles on soit capable de construire des choses, de construire quelque chose d'un peu nouveau autour de ces auditions, ça ne me déplaît pas. Et il y a une série d'orateurs qui, je pense, nous ont donné un certain nombre de pistes, et je dois dire un certain nombre d'exemples. Alors, je vais mettre un avis tranché, mais donc est-ce que ces auditions, par exemple, parfois vous mettez un doute, ou finalement, est-ce que sur cet avis tranché que vous avez, est-ce que certains intervenants, vous entendez leur audition et vous dites « Ah, peut-être que là, quand même, par rapport à ce que... » Votre avis tranché, pour être clair, l'avis tranché, c'est pour d'accepter certains signes convictionnels. Oui. C'est ça, hein, donc, pour que ce soit clair pour tout le monde. Joëlle Maison s'est exprimée à une série de... elle n'a encore rien dit. Non, mais une série de reprises qu'elle s'exprimait aujourd'hui sans langue de bois. Tout à fait. La position de mon parti, c'est d'autoriser les signes convictionnels, sauf quand il s'agit de positions d'autorité. À titre personnel, je suis encore plus libéral. Je n'ai pas d'objection à tout simplement permettre les signes convictionnels. Pour répondre à votre question, moi je n'ai pas changé d'avis, mais par contre je conçois qu'il y ait plusieurs opinions raisonnables. Et je conçois que tout en gardant mon avis, qui va rester mon avis, qu'il puisse être utile
de trouver des compromis politiques. Vous pouvez autour changer de... d'avis, quoi. Ça, quoi. Non, mon avis reste le même. Faire un bout de chemin, j'entends. Une position de compromis, c'est c'est-à-dire avoir l'avis de son parti, par exemple. Joanne Maison, vous, là-dessus, sur ces auditions, est-ce qu'elles vont aboutir à quelque chose? Alors moi, je trouve qu'elles sont intellectuellement très intéressantes. J'ai également une opinion très tranchée sur le sujet. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour moi, je suis trouver un sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord. extrêmement libéral, voire peut-être libertaire, dans ma façon d'appréhender le port de signes, la manière dont on s'habille, etc., dans l'espace public. Je pense toutefois, et j'aurais souhaité pouvoir changer d'avis. Jusqu'à présent, les auditions ne m'ont pas fait changer d'avis. Lorsqu'on décide de travailler pour la fonction publique dans un État qui est neutre, eh bien, on en retire un certain nombre d'avantages, travailler dans la fonction publique au sens large. Et il y a un certain nombre de restrictions, puisqu'on est dans un État neutre. On se départit de tout signe d'appartenance à un courant religieux, philosophique ou politique. Ça me semble normal, puisqu'il faut que l'usager qui s'adresse à un fonctionnaire ou à la fonction publique en général, eh bien, se sente accepté dans toute sa diversité, l'usager. Et pour qu'il se sente accepté dans toute sa diversité, eh bien, il doit avoir affaire à quelqu'un qui incarne l'État, un État neutre, pas comme aux États-Unis, pas comme en Angleterre, un État neutre, et donc un fonctionnaire qui, d'apparence, a priori, ça n'a rien à voir avec le service qu'il rend. Je ne pense pas, pour dire les choses clairement, qu'une femme voilée va rendre un moins bon service qu'une femme non voilée, soyons clairs. Mais dans l'apparence, il faut qu'il y ait une confiance légitime qui soit accordée. Est-ce que vous aussi, vous avez évolué avec les auditions? Est-ce que vous êtes prête à faire un bout de chemin comme John Pitzer? Êtes-vous prête? Alors moi, j'aurais été vraiment prête si j'avais entendu des arguments, et encore hier, si je n'ai pas entendu d'arguments convaincants. C'est-à-dire qu'il y a encore des auditions. Bien sûr, je ne ferme pas la porte. Mais je n'ai toujours pas entendu de réponse à une question que je pose de façon récurrente à chaque séance d'audition, à chaque orateur, avec beaucoup de bienveillance. Moi, je crois que les débats, contrairement à ce que pense je ne pense pas que les débats se déroulent dans un climat délétère, de suspicion. Je pense que chacun dit ce qu'il a à dire en fonction de son ressenti, de son histoire et de sa façon de voir les choses. C'est quoi votre question? Mais la question, c'est pourquoi toujours renvoyer au service rendu? Le service rendu, c'est le devoir du fonctionnaire. C'est son contrat, par définition, c'est son statut, voilà. Et il est contrôlable, on peut faire des recours par rapport à un service rendu. Mais la confiance légitime, la neutralité d'apparence, c'est simplement une confiance a priori. Ça n'a rien à voir avec le service rendu, ou ça a peut-être à voir, mais en tout cas, il n'y a pas d'études qui se penchent sur la question. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait qu'un orateur me convainque que l'usager bruxellois, dans toute sa diversité, eh bien, ça ne le dérange pas d'avoir des personnes qui arborent des signes d'appartenance à une religion alors qu'on est dans un État neutre. Peut-être que John Pitzer va vous convaincre. Non, je ne pense pas que je vais convaincre Joëlle Maison. Par contre, moi je pense qu'il y a beaucoup d'arguments convaincants pour répondre à cette question. Il suffit d'essayer de les entendre. D'abord, ce n'est pas le seul argument. Moi, je n'ai pas envie de discuter rien que de la question du ressenti de l'usager. Il y a aussi la position des personnes qui postulent, il y a aussi des questions d'emploi, il y a aussi des questions d'inclusion sociale, il y a aussi derrière ça... Choisissent de travailler pour la fonction publique. Oui, mais je dis juste que ce n'est pas le seul argument. Et puis pour... donc quand l'usager, il n'a pas le choix il ne peut pas choisir entre différents services publics. Il n'a qu'un service public. La personne qui décide de travailler pour l'État, elle décide de travailler pour l'État. Donc je dis elle juste sait que l'État est neutre. Dans un problème comme celui-ci, dans une question comme celui-ci, j'essaye d'habitude de ne pas considérer qu'il n'y a qu'une question qui vaille la peine d'être posée. Je pense qu'il y en a pas mal. Mais c'est parce que vous êtes philosophe. Non, c'est parce que j'essaie de faire la politique. Et la politique, c'est tenir compte de pas mal de facteurs différents. Même s'il y en a plusieurs qui sont intéressantes sur celle-ci. Sur celle-ci. Moi, je suis libéral et, sur cette question. Et quand je pense à cette question, je pense à un auteur libéral. Un vrai auteur libéral. Peut-être le meilleur d'entre tous. C'est John Stuart Mill. Je ne fais pas souvent de citations philosophiques. Là, j'en fais une. Et sur ces questions, ce qu'il nous dit, c'est que faire dépendre ce genre de questions du sentiment de légitime confiance de l'usager, ça suscite une question et pas mal d'objections. La question, c'est quel est l'objet de la légitime confiance, si ce n'est pas le service rendu? C'est que cette personne soit quoi? Fiable, mais au nom de quoi?
En quoi ne serait-elle pas fiable? Mais c'est pas une question que de ça. Par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui vient à la commune pour, imaginons, un mariage gay, qui se retrouve face à quelqu'un qui affiche une religion, on sait que malheureusement, les religions, quoi qu'on en dise, ne sont pas connues pour leur tolérance. Et peut-être que cette personne va être mal à l'aise. Est-ce que vraiment ça compte pas? Est-ce que vraiment on peut... Mais c'est le délit d'apparence. C'est le délit d'apparence. Pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué de faire dépendre. C'est compliqué de faire dépendre la réponse à cette question. C'est juste quelqu'un qui viendrait, qui a envie d'être quand même bien accueilli dans ce truc-là, qui pourrait avoir une imagine... Essayons d'écouter la réponse de John Pitzer. C'est compliqué de faire dépendre la réponse à cette question d'opinions qui peuvent être aussi parfois des préjugés, d'opinions qui peuvent être des préjugés toxiques, des préjugés erronés. C'est difficile de faire dépendre la réponse à cette question de la simple volonté de la majorité. Ce que Mill dit, c'est que faire dépendre ce genre de choix, de la perception de l'usager, il a même des mots forts, c'est une prime à la bigoterie. C'est une prime au préjugé. C'est une prime au regard porté, au préjugé porté sur une personne qui porte, par exemple, un voile, par exemple un foulard. C'est une prime portée à des personnes qui ont déjà un certain nombre d'opinions sur cette personne. C'est en fait souvent, la plupart du temps, une prime donnée à la majorité. Or, la démocratie, ce n'est pas rien que la règle de la majorité. La démocratie, ce n'est pas rien que la prime donnée aux sentiments des personnes. La démocratie, c'est aussi l'état de droit. La démocratie, c'est aussi le respect des libertés de la personne. La démocratie, c'est aussi le respect du statut de la fonction publique. Et ce statut, il est encadré par la loi. Mais et donc, Pitzer, en effet, il y a un rapport entre... Est-ce que là, vous ne voyez pas trop la problématique que par rapport au voile? Or, on parle chaque fois de convictions politiques, de convictions religieuses. Si quelqu'un a un t-shirt du PTB devant vous, est-ce que ça ne va pas, vous aussi, changer votre perception? Mais parce qu'il y a une différence intrinsèque entre le port d'un signe politique et d'un signe convictionnel. Puisque le signe politique, c'est donc l'affichage de convictions politiques et donc d'intentions politiques. Si je porte un t-shirt où il est marqué « J'aime écolo » ou « Pour une terre plus verte, dans un monde plus juste » ou quelque chose comme ça, ça veut dire que je suis d'une manière ou d'une autre, j'affirme un militantisme. C'est-à-dire que j'affirme la volonté de changer, de changer des conditions collectives. Et ça, vous voulez l'interdire? Mais ça, c'est naturellement interdit. C'est naturellement interdit comme le serait tout signe qui manifeste une intention prosélyte. Or, l'idée qu'un signe religieux ou un signe convictionnel soit naturellement ou inévitablement un signe prosélyte, c'est un énorme procès d'intention. Parfois, la religion est politique. Quand on s'oppose à du mariage pour tous en France, le mouvement catholique a été hyper fort contre sur ça. Caroline Sagesser l'a dit. Toutes les religions, toutes, sans exception, sont plus conservatrices que la loi civile. Le fonctionnaire, il est censé appliquer la loi civile. Et donc, a priori, quand on décide de travailler pour la fonction publique... Le fonctionnaire musulman, il doit appliquer la loi. Il ne peut pas dire « je suis musulman, je ne vais pas appliquer la loi ». Bien sûr, mais l'usager a un droit, puisqu'il n'a pas le choix. Il est finalement, quelque part, dans un rapport de hiérarchie par rapport à une fonction publique. Et la personne à qui il s'adresse, il doit se sentir à l'aise a priori, quelles que soient ses convictions. Si la personne n'est pas à l'aise face à un musulman ou une musulmane, c'est que c'est la personne qui a un problème. Pourquoi musulman? C'est ça le problème. Non, mais c'est ça le problème. Et l'exemple que tu donnes est très bien, Pauline, parce qu'il y a eu un exemple il y a quelques années avec un échevin noir dans la commune de Sint-Niklaas. Un couple vient à la commune et dit « je ne veux pas qu'un échevin de l'état civil nous marie, parce qu'il est noir, il n'est pas neutre ». Et c'est ça qui posait problème en disant... C'est pas la même chose. C'est pas du tout le même exemple. Mais si, c'est l'exemple exactement que tu as donné. Si quelqu'un veut, il doit se sentir à l'aise à la commune. Bah oui, mais c'est. On parle du voile, on peut parler de la barbe musulmane. Non, accepter cette demande-là du citoyen serait en effet accepter une demande de ne pas vouloir. Je ne vais pas arriver. Pauline, Mehmet. Maison, John Pitzer. On va s'arrêter là. Je trouve que le débat était très intéressant et de qualité. Je trouve que c'est bien, c'est un bon échange. Mais on arrive à la fin de notre émission. On ne pourra même pas parler de notre dernier sujet. Et moi, j'avais plein de questions encore sur le sujet. Faisons une consultation populaire, puisque Écolo adore les consultations populaires et que la région va se donner un outil qui va permettre d'organiser des consultations populaires. Et bien que l'on fasse
Une consultation de tous les usagers bruxellois qui le souhaitent et qui répondent à la question. Magali Tobie a justement dit que les commissions de ce type-là, comme il y a eu pour la 5G, tout ça, pouvaient être très bien pour les questions éthiques et délicates. Voilà. Et c'est vrai que ce serait une bonne solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste, les consultations populaires, elles sont limitées. Leur cadre est limité. Et leur cadre est notamment limité à ce qui touche aux droits et aux libertés. Donc si ça rentre dans le cadre des consultations populaires, pourquoi pas. Mais ça, si ça ne rentre pas, ça ne rentre pas, et pour une raison, et que je viens de dire, c'est que de nouveau la démocratie, c'est notamment la règle de la majorité, ce n'est pas rien que la règle des majorités. Quand on touche aux droits et aux libertés d'un certain nombre de personnes, eh bien des personnes qui font partie de minorités, eh bien elles peuvent être mises dans des situations où une majorité leur impose de renoncer à un certain nombre de droits. C'est pas la commission délibérative. C'est la seule chose, mais c'est pas l'avis de la Cour. Non, ça n'a rien à voir. La seule chose, c'est qu'on ne connaît pas l'issue d'une consultation avant qu'elle ait lieu. Je suis désolé, on va passer au coup de cœur, rapidement. La Cour de justice... Rapidement, Pauline de Glume, vous voulez courir les 10 km, c'est ça? Ils ont relancé ça. Oui. Et les 20 km aussi, ils ont relancé. Oui, mais ça, je ne fais pas. C'est trop long. Voilà, je peux reprendre l'entraînement dès qu'il n'y a plus de neige. Donc, et les 10 km d'Ucle, c'est quand? Le 25 mai. Voilà. Mehmet Koksal, oui, rapidement. Moi, je vais faire une tournure littéraire avec cette initiative de les écrivains Alice Pitt et Thomas Gunzik, qui s'appelle Flirt flamand, qui nous invitent à composer des poésies avec eux. C'est un concours littéraire transfrontalier, parce que la Belgique aime beaucoup les frontières, donc là, on parle évidemment de la frontière linguistique dans ce cas-ci. Et c'est vraiment un très beau projet que j'invite tout le monde à concourir et produire son propre... Voilà, on parlait d'immersion, on en reparle avec l'immersion poétique. Merci à tous. On se retrouve après les vacances de Pâques. Rendez-vous le 23 avril. Merci.